Pour vous préciser que le dernier cours, la semaine prochaine, donc, qui portera sur la reconnaissance des maladies professionnelles, et le séminaire qui suivra avec Anne Marchand auront lieu dans l'amphithéâtre Maurice Alvax, parce que là, on me dit que tous les colloques qui s'organisent en juin vont avoir lieu dans cette salle. Voilà. Et le colloque international qu'on organise aura lieu également dans cette salle. Voilà. Donc sans plus tarder, je remercie beaucoup Giovanni Prété, qui est sociologue, professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord et qui travaille sur les questions de santé-travail depuis longtemps et qui est un des spécialistes notamment des problèmes liés aux pesticides, va maintenant prendre la parole pour 45 minutes. Oui, très bien. Pas plus. Okay. Comme ça laisse... T'as 2 minutes d'avance là, tu vois. Très bien, dépêchons-nous. Pour qu'on puisse garder un quart d'heure pour revenir sur quelques remarques et questions sur son intervention et puis éventuellement aussi sur ce que j'ai dit précédemment. Voilà, merci beaucoup Giovanni. Merci à toi. Et à toi. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de pouvoir prendre la parole aujourd'hui dans le cadre du séminaire de Nathalie Bajos portant sur les inégalités sociales de santé. Mon exposé sera articulé en 3 temps avec lesquels j'entends proposer un argument, celui de considérer les enfants comme des sentinelles des inégalités d'exposition aux contaminations industrielles. Dans une première partie introductive, je reviendrai sur un constat que si la contamination du monde, pour reprendre les termes des historiens François Jarige et Thomas Leroux, s'est accompagnée de l'institutionnalisation de dispositifs de réparation des facteurs de risque industriels pour la santé, ces dispositifs reposent sur 2 postulats qui sont, à mon avis, discutables. 2 postulats liés. D'une part, qu'il est possible d'établir une frontière nette entre les contaminations professionnelles et les contaminations environnementales. D'autre part, que les victimes des contaminations professionnelles sont essentiellement les travailleurs et travailleuses directement exposés, et donc ni les riverains, ni les enfants qui vivent à proximité de ces lieux de production. Dans une seconde partie, je montrerai que ce constat est discutable car des recherches de plus en plus nombreuses en santé publique ou en sciences sociales, documentent les effets des pollutions industrielles sur la santé des enfants et les inégalités qui les traversent, et ce, malgré des obstacles méthodologiques et politiques importants. Enfin, dans une troisième partie plus longue, je m'appuierai sur une recherche collective dans laquelle je suis actuellement engagé pour illustrer ces obstacles. Cette recherche porte sur les victimes pédiatriques des expositions professionnelles aux pesticides. Je montrerai comment, malgré des données épidémiologiques de plus en plus nombreuses, il n'est pas facile pour les familles concernées de se saisir d'un dispositif de réparation mis en place récemment, et ce que ça dit en fait sur la santé publique. J'en viens maintenant à mon premier point. Si les historiens ne sont pas tous d'accord pour savoir quand il faut faire commencer la révolution industrielle, en revanche, ils sont tous d'accord pour souligner que ce processus historique a résulté à la fois dans une augmentation sans précédent de la production de richesses et de biens matériels, mais aussi, à la fois, dans une diffusion massive de substances polluantes contaminant la vie humaine et la vie non humaine. Comme le rappelait Rémi Slama, l'épidémiologiste, dans ses murs en 2022, nous avons fait surgir un nouvel univers chimique. La production chimique de synthèse a été multipliée par 1000 en tonnage entre 1930 et 2000, puis par 2 depuis 2000. Il y aurait aujourd'hui 194 millions de molécules publiées, dont probablement 100 000 environ commercialisées en Europe. Cette contamination du monde entraîne celle des corps humains et peut induire des pathologies chroniques dont le dénombrement reste aujourd'hui impossible à établir de façon précise, compte tenu de l'absence de spécificité de la plupart des maladies liées aux polluants industriels et du temps de latence long, Nathalie Bajos l'évoquait, qui est parfois de plusieurs décennies, qui peut séparer le moment d'une exposition de celui du diagnostic de la maladie. Cependant, en France, comme dans d'autres pays industrialisés, s'est mis en place au début du XXe siècle des dispositifs de réparation marquant une reconnaissance de cette contamination. En 1898, Nathalie Bajos l'a rappelé, s'est mis en place un dispositif de réparation des accidents du travail. Celui-ci prévoit, et le prévoit jusqu'à aujourd'hui, que tout accident survenant par le fait ou à l'occasion du travail entraînant une lésion physique ou psychologique soit pris en charge par une assurance alimentée par les employeurs. En 1919, s'est mis en place un dispositif de réparation des maladies professionnelles qui prévoit, jusqu'à aujourd'hui encore une fois, que toute personne atteinte d'une maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et respectant les conditions de ce tableau bénéficie d'une présomption d'origine de sa maladie et touche une réparation en ce sens.
Je ne rentrerai pas trop en détail dans l'analyse de ces dispositifs, d'autant plus que vous aurez la chance la semaine prochaine d'entendre Anne Marchand parler de ça, qui est une des meilleures spécialistes du sujet. Je soulignerai ici simplement qu'ils reposent sur deux postulats forts. Tout d'abord, ces dispositifs reposent sur un cloisonnement, pour reprendre l'expression de collègues, entre le champ de la santé environnementale et celui de la santé au travail. Ils distinguent en effet les maladies selon qu'elles sont professionnelles ou environnementales et excluent de fait le travail de l'environnement. Ce cloisonnement a été documenté par les travaux historiques et sociologiques. Il plonge ses fondations dans le temps long de l'histoire de la régulation des nuisances industrielles et de la protection des populations qui y sont exposées, et il a de multiples effets très concrets. Par exemple, je l'ai dit, les modes de réparation diffèrent entre travailleurs et riverains exposés à des substances industrielles. Si vous êtes exposé à du mercure dans votre activité professionnelle, vous pouvez demander une réparation et bénéficier d'une présomption d'origine. Si vous êtes exposé en tant que riverain, via l'eau que vous buvez, le sol contaminé qui est près de chez vous, vous devez engager des démarches civiles bien plus longues à faire aboutir et bien plus incertaines. Autre exemple, ce cloisonnement se voit dans l'organisation des politiques de prévention qui sont confiées à des corps d'inspection distincts, suivant qu'il s'agit de protéger les travailleurs des sites industriels dangereux, c'est l'inspection du travail, ou les populations vivant à proximité de ces sites industriels dangereux, c'est les inspecteurs des installations classées. Une deuxième grande caractéristique de ces dispositifs, qui découle de la première, est qu'ils se concentrent essentiellement sur la réparation des adultes. Rappelons que très tôt dans l'histoire de la santé publique, des travaux ont mis en évidence les effets de l'industrialisation sur la santé des enfants travailleurs. C'est le cas, par exemple, de l'étude du chirurgien britannique Percival Pott, qui est passé à la postérité pour avoir été le premier à suspecter le rôle des goudrons dans l'apparition des cancers. En 1775, il mène une étude clinique sur le cancer du scrotum des petits ramoneurs de Londres et prouve, pour la première fois, qu'une substance chimique pouvait causer un cancer par contact cutané prolongé. Ces travaux permettront notamment de faire en sorte que des politiques se penchent sur les conditions de travail des mineurs et ramoneurs et de promulguer une loi des ramoneurs en 1788 pénalisant les personnes faisant travailler comme ramoneurs les garçons de moins de 8 ans. Cependant, à mesure que les enfants sont progressivement exclus de l'univers professionnel, je rappelle qu'en France, c'est en 1841 qu'on interdit le travail des enfants de moins de 8 ans, en 1890, c'est le travail des enfants de moins de 13 ans qui est interdit, et en 1967, celui des enfants de moins de 16 ans. À mesure qu'ils sont exclus du travail, de l'univers professionnel, ils sont de moins en moins considérés comme des victimes des transformations du travail liées à l'industrialisation, et leurs expositions et réparations sont écartées des dispositifs assurantiels mis en place en France en 1998 et en 1919. Pourtant, comme je vais le souligner dans la deuxième partie de mon exposé, de plus en plus de recherches documentent des effets sanitaires de l'industrialisation au-delà des univers de travail, et en particulier sur les enfants. Le cloisonnement entre travail et environnement a fait l'objet de l'analyse en sciences sociales, pointant que les débordements industriels, que sont les nuages, les résidus ou les ruissellements chimiques liés aux activités industrielles, touchent des humains qui peuvent à la fois, même si à des moments différents de leur existence, être des travailleurs, des consommateurs, des riverains. Des auteurs ont d'ailleurs proposé des concepts pour penser en même temps les liens entre santé-travail et santé-environnement. C'est le cas par exemple du concept de maladie industrielle proposé par Paul Jobin. En santé publique, des recherches toujours plus nombreuses montrent aussi que les adultes et les enfants peuvent être touchés par des contaminations industrielles. Je n'ai ni la possibilité ni la compétence de faire une présentation détaillée de l'ensemble de ces recherches, et je me limiterai ici à évoquer quelques certitudes, en tout cas des faits majoritairement admis dans la communauté scientifique, et quelques controverses. Première certitude sur laquelle j'aimerais insister, les contaminations industrielles ne sont pas sans effet sur la santé des enfants et des futurs adultes. Si on prend le cas des leucémies, par exemple, qui est le premier type de cancer qui touche les enfants, il est admis aujourd'hui le rôle étiologique, c'est-à-dire causal, des expositions prénatales ou infantiles à certains facteurs de risque dits environnementaux, mais qui incluent des facteurs professionnels. Parmi ces derniers, certains sont bien connus, les radiations ionisantes par exemple, mais d'autres sont documentés aussi et moins connus, les radons, les pesticides, les solvants. Plus généralement, la santé des enfants peut être impactée par des expositions à différents moments du développement. Les expositions in utero sont préoccupantes pour le fœtus en développement, les expositions in utero qui peuvent avoir lieu dans des milieux de travail. Pourquoi ? Parce que c'est une période de sensibilité accrue aux agents tératogènes et aux expositions environnementales qui peuvent entraîner des issues de grossesse défavorables et influencer la santé à l'âge adulte, selon le concept de l'origine développementale de la santé des maladies, proposé il y a 20 ans par David Barker. Ainsi,
des travaux montrent que des expositions environnementales présumées de l'enfant, des parents et même des grands-parents pourraient potentiellement contribuer au risque de leucémie infantile. Les expositions sont aussi préoccupantes après la naissance. Les enfants sont potentiellement exposés à des niveaux de contaminants environnementaux plus élevés que les adultes. D'une part, parce que les jeunes enfants passent plus de temps sur le sol ou sont plus susceptibles de mettre divers objets dans leur bouche. Et d'autre part, parce que les enfants ont également un apport plus élevé en nourriture, en eau et en air par unité de poids corporel. Et donc, des faibles expositions peuvent avoir des effets sur leur santé importants. Une deuxième certitude sur laquelle j'aimerais insister est que les maladies pédiatriques liées aux contaminations industrielles sont traversées par des inégalités sociales. Elles le sont en tant que maladies. Je ne reviendrai pas sur les multiples facteurs d'inégalité qui les traversent à ce titre, puisque Nathalie Bajos et de nombreux collègues en ont largement parlé. J'illustrerai ça, par exemple, avec quelques chiffres. Je rappellerai par exemple que, du fait de l'accès aux soins, aux traitements différenciés, il y a de grandes variations géographiques, par exemple, dans l'incidence des cancers pédiatriques et la survie des enfants atteints de ces pathologies dans le monde. La survie atteint plus de 80% de taux de plus de 80% en Amérique du Nord et 8% dans l'Afrique de l'Est. Les maladies pédiatriques liées aux contaminations industrielles sont aussi traversées par des inégalités sociales en tant que maladies environnementales. En effet, les travaux qui intègrent la dimension environnementale à l'étude des inégalités de santé sont de plus en plus nombreux. Ils montrent qu'il y a une contribution des expositions environnementales aux inégalités sociales de santé avec la combinaison de deux processus, maintenant bien connus, j'imagine par vous. Premier processus, des inégalités d'exposition. Les populations socio-économiquement défavorisées et les populations minoritaires supportent en général un fardeau disproportionné de l'exposition aux pollutions industrielles. À ce titre d'exemple, il existe des travaux qui ont montré une corrélation entre la présence d'incinérateurs et celle de personnes à faible revenu et immigrées. Et ces inégalités d'exposition ont été au cœur de l'émergence d'un mouvement social aux États-Unis dès les années 80, qui a été aussi un mouvement de recherche scientifique, celui de la justice environnementale. Ces inégalités d'exposition impliquent souvent des expositions cumulées. Exposition professionnelle, qualité de l'air intérieur, exposition par les transports, qui impactent la population, y compris les parents d'enfants dans la période prénatale ou les enfants qui accumulent des expositions. Je tiens à noter que ces inégalités d'exposition ne suivent pas des gradients univoques et systématiques, des gradients sociaux univoques et systématiques. Concernant la pollution de l'air, par exemple, il existe des travaux qui montrent qu'en Europe, ce ne sont pas toujours les quartiers ou les écoles les plus défavorisés qui sont les plus impactés par la population. Concernant la contamination aux produits chimiques persistants, des études, par exemple, des contaminations plus fortes chez les mères, et donc c'est les chiffres que je vous montre là, chez les mères des milieux favorisés en période de grossesse et chez leurs enfants, que l'on peut être supposé, en partie, à des différences de régime alimentaire. Ceci dit, il n'y a pas que des inégalités d'exposition. Et c'est le deuxième versant, il y a des inégalités de vulnérabilité. Il est communément admis que les populations socio-économiquement défavorisées et les populations minoritaires sont plus vulnérables aux conséquences d'une exposition à des pollutions industrielles, même quand elles sont plus faiblement exposées. Divers processus conjuguent leurs effets chez les personnes aux revenus plus modestes. Une plus grande vulnérabilité sanitaire, un moins bon état de santé, un moindre recours à la prévention et aux soins, et aussi une possibilité plus réduite d'échapper aux expositions environnementales, déménager, partir en week-end, par exemple. Concernant la pollution de l'air, des travaux suggèrent ainsi que les enfants pauvres sont victimes d'une double peine. Ils sont plus vulnérables à la pollution de l'air en tant qu'enfants, et cette vulnérabilité est exacerbée par leur statut socio-économique et celui de leurs parents. Ce point incite d'ailleurs des chercheurs à en appeler les autorités à prendre plus directement en compte les inégalités sociales de vulnérabilité dans l'établissement des priorités de politique de santé environnementale, ce qui est rarement fait. S'il y a des certitudes, je viens d'en évoquer deux grandes, il y a aussi des controverses. Il y a notamment les débats sur l'ampleur de l'augmentation des maladies pédiatriques possiblement liées à des pollutions industrielles et sur le rôle des facteurs environnementaux, y compris facteurs professionnels, pour expliquer la variation de leur incidence. Ces débats ne sont pas que des controverses scientifiques, c'est-à-dire des enjeux de débat entre des chercheurs dans les revues médicales et scientifiques. Ce sont aussi des controverses publiques, c'est-à-dire des enjeux investis par de nombreux acteurs intéressés par les maladies pédiatriques, les associations, les militants, les politiques. Prenons l'exemple des cancers infantiles. Il y a quelques mois, je vous montre ça sur le diapo, la Société française de lutte contre les cancers et les leucémies de l'enfant et de l'adolescent a publié des communiqués publics pour affirmer que,
Il n'y a pas d'épidémie de cancer pédiatrique et pas d'augmentation d'incidence des cancers pédiatriques sur les 20 dernières années en France. Et pour relativiser la place des facteurs environnementaux, soulignant qu'il y a très peu de facteurs favorisants environnementaux qui ont été identifiés dans la littérature. Elle répondait en cela à une tribune écrite par des scientifiques, des médecins, des associations de malades, notamment l'association Stop au cancer de nos enfants, qui, au contraire, pointaient que des données impliquant une augmentation des cancers pédiatriques dans d'autres régions du monde développé existaient, notamment aux États-Unis, où depuis le milieu des années 70, l'incidence de certains cancers pédiatriques a augmenté fortement et où certains chercheurs soulignent qu'ils ne peuvent être expliqués par des changements génétiques ou des évolutions de la prise en charge médicale, évolution dans le diagnostic ou évolution dans l'accès aux soins. Il pointait aussi, dans cette tribune, la difficulté de mesurer cette incidence en France du fait de la difficulté d'accès à des données récentes et la discontinuité des bases de données, et pointait enfin l'existence de clusters inquiétants, c'est-à-dire l'observation sur un même territoire, comme à Sainte-Pazanne en Loire-Atlantique, d'un nombre de cas d'enfants malades supérieur à celui statistiquement attendu au regard des données épidémiologiques. Ces controverses sont favorisées par la difficulté que représente la mise en évidence scientifique des effets sanitaires des pollutions industrielles sur la santé des enfants. Cette mise en évidence, qui est notamment la tâche que s'est donnée l'épidémiologie, impose de pouvoir faire des liens entre des données qui ne sont pas simples à construire et dont l'élaboration opère toujours par des formes de réduction. Concrètement, cela implique, d'une part, de mesurer la santé, et donc de choisir des indicateurs de santé. Déjà, pour les indicateurs de mortalité, et pour les enfants, on distingue en général le taux de mortalité néonatale, les décès avant 28 jours, qui représente près de 75% des décès, le taux de mortalité infantile avant 1 an. Ce n'est pas toujours simple. Dans un rapport récent de l'Assemblée nationale, il est rappelé, je cite, que « la France ne dispose pas, à la différence de nombreux pays européens, de registres de naissance permettant la surveillance et les recherches en santé périnatale, mais qu'elle a plusieurs, je cite toujours, bases de données composant un système d'information très fragmenté qui ne permet pas de faire le lien entre les différentes données collectées. » Mais c'est encore plus compliqué pour mesurer la prévalence de certaines pathologies. Toutes les pathologies ne font pas l'objet d'un suivi systématique sur un territoire, et sur le territoire national en particulier, il n'y a pas de registre complet de toutes les malformations ou de tous les problèmes périnataux. Par exemple, les grossesses interrompues. Deuxième question, comment mesurer l'environnement ? Ça pose aussi de nombreux problèmes. Beaucoup de données environnementales ne sont pas disponibles à des échelles suffisamment fines pour pouvoir objectiver des effets de santé et encore moins des inégalités sociales environnementales. Il serait naïf de ramener ces difficultés méthodologiques à de simples difficultés scientifiques. Elles sont aussi politiques et sociales, et c'est ce que je vais maintenant souligner dans la dernière partie de mon exposé, où je vais rentrer plus en détail dans les recherches que je mène avec des collègues sur les maladies pédiatriques liées aux expositions professionnelles aux pesticides. Depuis plusieurs mois, je mène un projet de recherche avec 3 collègues sociologues, Sarah Aguiton, Jean-Noël Jouzel, Cécile Topsou, et en collaboration avec une consultation de pathologie professionnelle du CHU d'Amiens, animée par Sylvain Chameau et Léa Leroy, sur la question de la reconnaissance des victimes pédiatriques d'exposition professionnelle aux pesticides. Ce projet est la suite d'un projet que j'ai mené pendant 10 ans avec mon collègue Jean-Noël Jouzel, qui a porté sur la question de la réparation des maladies professionnelles des travailleurs agricoles adultes liés aux pesticides, qui a fait l'objet d'un livre dans lequel nous revenons en détail sur l'histoire de la place des pesticides de synthèse dans l'intensification de l'agriculture française, et plus centralement sur l'émergence de collectifs d'agriculteurs qui sont tombés malades de différentes pathologies et qui ont demandé à ce que leurs expositions professionnelles aux pesticides soient reconnues comme cause de leurs problèmes de santé. Dans l'ouvrage, que je ne vais pas décrire en détail, nous insistons notamment sur 2 points importants pour mon exposé aujourd'hui. Premièrement, les obstacles politiques à la production de connaissances sur les effets sanitaires des pesticides. Deuxièmement, le caractère négocié de la traduction politique de ces connaissances. Sur le premier point, il faut rappeler une évidence. Les dangers des pesticides sont connus depuis longtemps puisque ces substances, comme leur nom le suggère, sont produites pour tuer des êtres vivants, des insectes, des champignons, des mauvaises herbes, etc. Aussi, si ces substances ont été diffusées jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas, non pas parce qu'elles étaient jugées non dangereuses, mais parce qu'elles ont été présentées par les industriels qui les vendent et les autorités réglementaires qui les autorisent, comme faisant courir un risque limité à la santé humaine et à la biodiversité, et acceptable au regard des services économiques qu'elles rendent. Cette idée qu'il peut y avoir une utilisation sans risque des pesticides est une fiction d'action publique,
Elle est principalement justifiée par des études de toxicologie, c'est-à-dire des études qui, sur la base d'expérimentation animale ou de modélisation, déterminent des seuils d'exposition acceptables aux pesticides. Cependant, depuis les années 80, des données épidémiologiques, d'abord produites en Amérique du Nord, ont suggéré la fragilité de cette fiction. Elles ont montré en effet que l'exposition aux pesticides constitue un facteur de risque pour une série de pathologies cancéreuses, les hémopathies malignes, le cancer de la prostate, neurologiques, la maladie de Parkinson, les troubles cognitifs, et respiratoires, la BPCO, la bronchite chronique. La dynamique de production de ces données épidémiologiques est liée à des évolutions scientifiques ou méthodologiques, mais elle est aussi fortement influencée par des facteurs plus politiques et sociaux qui ne sont pas sans effet sur ce qu'on sait ou on ignore des effets sanitaires des pesticides. Je peux illustrer cette idée avec quelques remarques plus concrètes. Première remarque, les données épidémiologiques sur les pesticides disponibles sont arrivées relativement tardivement par rapport à d'autres données et portent essentiellement sur les travailleurs masculins, permanents, qui manipulent les produits. Donc, ces trois biais, évidemment, pas les travailleurs féminins, pas les intérimaires, pas les saisonniers, et pas ceux qui sont exposés indirectement aux produits, sans les manipuler directement au moment des épandages. Elles sont arrivées tard car les épidémiologistes de la santé au travail se sont d'abord concentrés sur des populations plus faciles à suivre, donc plus concentrées géographiquement par exemple, et des facteurs de risque plus évidents. Les épidémiologistes, comme tout chercheur, cherchent des financements et c'est plus facile à financer. Pour certaines populations, comme les enfants, elles sont aussi arrivées tard parce qu'il était considéré que ces maladies rares étaient difficiles à étudier et parce que la priorité des recherches en cancérologie a porté sur le soin plus que sur l'étiologie. Les recherches en cancer pédiatrique sur l'étiologie sont très récentes et très marginalement centrées sur la question des causalités. Elles se focalisent sur les exploitants qui épandent et elles explorent beaucoup moins les effets des expositions indirectes, ces recherches épidémiologiques. Ces expositions indirectes, concrètement, c'est le contact avec la plante ou le matériel, pour lequel des études d'expologie ont montré qu'il était parfois plus contaminant que la manipulation des produits au moment des épandages. Elles ne se concentrent pas sur les travailleurs qui sont plus difficiles à suivre. Mener une enquête épidémiologique sur les travailleurs migrants est très difficile, donc on ne le fait pas. Ou sur les enfants, parce que c'est plus compliqué et que ça repose sur des représentations du travail qui se focalisent aussi sur l'adulte. Deuxième remarque, les données épidémiologiques sur les pesticides ont beaucoup de mal à mettre en évidence précisément des familles de produits, ou encore plus des substances spécifiques. Cela est en partie lié au fait du nombre important de produits commercialisés, mais cela est aussi lié au fait, et mes travaux ou ceux de collègues le montrent, que les industries qui fabriquent les pesticides et les organisations techniques ou syndicales qui représentent les utilisateurs de ces produits font obstacle délibérément à la circulation de l'information sur les pesticides. Très concrètement, aujourd'hui en France, les épidémiologistes qui voudraient produire des données sur les effets sanitaires des pesticides ne peuvent savoir précisément quels produits ont été utilisés et où, d'une part parce que les industriels qui produisent les produits ne partagent pas l'exacte composition de leurs produits, et d'autre part parce que les utilisateurs de pesticides ou les organisations qui les représentent ne partagent pas les données d'utilisation à l'échelle de la parcelle, alors que cette information est connue et renseignée dans des carnets de traitement. En conséquence, pour les scientifiques, lancer des recherches sur cette population implique un travail d'élaboration, de reconstruction des expositions qui est souvent long, coûteux et décourageant. Et j'insiste ici, ce n'est pas une incapacité technologique. Il existe en Californie un système, le Pesticide Use Report, depuis les années 90, de partage obligatoire des données d'épandage à une échelle géographique fine, qui a permis de produire des données épidémiologiques très intéressantes, mais qui ne sont pas toujours extrapolables au cas de la France, puisque les cultures ne sont pas tout à fait les mêmes. En somme, l'état des connaissances scientifiques sur les liens entre pesticides et santé humaine est le produit d'une construction sociale et politique qui favorise la relativement plus grande mise en lumière des maladies de certains professionnels liés à ces produits et laisse structurellement dans l'ombre les pathologies affectant d'autres catégories. Un second point sur lequel j'insisterai, qui fait l'objet de toute notre attention avec mes collègues, est que les connaissances scientifiques disponibles sur les pesticides font l'objet d'une traduction politique qui amène souvent à leur réduction, c'est-à-dire à leur prise en compte partielle sous l'influence de nombreuses considérations économiques, politiques, sociales, et sous l'influence de la pression de nombreux groupes d'intérêt. Notons tout d'abord qu'on pourrait très bien imaginer que la mise en évidence par l'épidémiologie des effets sanitaires des pesticides de synthèse, aussi bien sur la santé humaine et encore plus peut-être sur la biodiversité, pourrait amener à une interdiction massive de ces substances et à une remise en cause frontale de leur centralité en agriculture. Une décision qui, l'actualité politique le montre, aurait un coût politique certainement très élevé
et n'est pas envisagée par les gouvernements en poste aujourd'hui. De manière moins radicale, la multiplication des données épidémiologiques documentant des effets sanitaires des pesticides a alimenté des débats sur la nécessaire évolution des dispositifs de réparation et d'indemnisation des victimes. Concrètement, en France, depuis 2013, 3 tableaux de maladies professionnelles ont été créés. Un sur le cancer du sang, un sur les maladies Parkinson, un sur le cancer de la prostate, après à chaque fois des négociations visant à limiter leur périmètre. Ces tableaux sont des avancées politiques du point de vue des acteurs qui défendent les victimes, mais des avancées limitées. D'une part parce qu'ils n'empêchent pas que la vente des pesticides de synthèse continue, d'autre part parce qu'ils ne prennent pas en compte toutes les pathologies pour lesquelles il y a des données épidémiologiques, par exemple les troubles cognitifs. Surtout, ils ne prennent pas en compte les riverains, catégorie un peu large, des gens exposés aux pesticides, et ils reposent ces tableaux sur cette séparation entre exposition environnementale et exposition professionnelle qui est particulièrement discutable dans le domaine agricole. Les agriculteurs sont souvent des riverains, eux aussi, et on peut avoir des agriculteurs non utilisateurs de pesticides qui sont très exposés professionnellement aux pesticides dans leur milieu de travail. Je pense par exemple aux agriculteurs bio qui sont entourés de parcelles agricoles, qui ne peuvent pas déplacer leur lieu de travail et qui sont dans des univers de travail contaminés. Est-ce que ce sont des victimes professionnelles ou est-ce que ce sont des victimes environnementales? Cette marginalisation de la figure du riverain dans le dispositif de réparation des victimes des pesticides en France est la conséquence du fonctionnement du système de tableau de maladies professionnelles que j'ai évoqué au début de mon exposé et sur lequel vous reviendrez la semaine prochaine. Mais elle est aussi le reflet d'arbitrages politiques. En effet, au cours des années 2010, plusieurs associations se sont mobilisées en France pour demander la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides dans leur ensemble, toutes les victimes, au-delà des seuls professionnels exposés. Mais ces mobilisations n'ont pas abouti, devant les craintes du gouvernement de voir d'autres victimes environnementales s'en inspirer. Au-delà des tableaux de maladies professionnelles, ces mobilisations politiques d'associations environnementales et de victimes ont abouti cependant à la création d'un droit inédit, la réparation des victimes pédiatriques professionnelles. Aujourd'hui, le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, c'est-à-dire l'organisation qui est chargée de centraliser les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles en lien avec une utilisation des pesticides en France, est aussi chargé d'instruire les demandes de réparation concernant les enfants dont les problèmes de santé pourraient être liés à une exposition professionnelle aux pesticides de leurs parents dans la période prénatale. Cette instruction ne se fait pas comme pour les maladies professionnelles faisant l'objet d'un tableau dans un régime de présomption d'origine. Les enfants ou leurs parents doivent soumettre une demande de reconnaissance quand ils suspectent un lien entre l'exposition aux professionnels du père ou de la mère et leur pathologie. Cette demande est soumise à un groupe d'experts qui évalue la possibilité de ce lien, et si le lien est jugé possible et déterminant, l'enfant ou ses parents peuvent obtenir une réparation. La création de ce nouveau droit est liée à la mobilisation associative et politique. Elle est aussi liée à d'autres facteurs. Indirectement, je vous montre, elle est liée à l'évolution de la figure de l'enfant dans les sociétés industrielles, documentée par plusieurs sociologues et historiennes. C'est le cas notamment de Viviana Zelitzer, dont le travail a documenté, à partir de l'étude de décisions de tribunaux chargés d'évaluer le montant d'indemnisation à attribuer à des parents dont l'enfant avait été tué dans un accident, le changement de statut de l'enfant au XIXe siècle aux États-Unis. De moins en moins considérés comme des sources de travail, les enfants sont de plus en plus sacralisés et ont acquis une valeur plus grande sur le marché de l'assurance. Plus directement, la création de ce nouveau droit de réparation des victimes pédiatriques professionnelles est justifiée en partie par l'existence de données épidémiologiques synthétisées dans les différentes expertises collectives de l'INSERM sur les effets sur la santé des pesticides, parues en 2013 et en 2021, qui font date et qui font foi aujourd'hui sur l'état des controverses scientifiques. Donc là, je vous mets l'extrait de ce rapport qui montre qu'il y a une présomption forte de lien entre certaines pathologies, les leucémies, les tumeurs cérébrales, les troubles du neurodéveloppement et certaines malformations congénitales, et l'exposition des parents aux pesticides en milieu professionnel. Ceci dit, ces données ne peuvent circonscrire la mise en œuvre de ce nouveau droit. D'une part, j'ai déjà insisté, beaucoup de flux, les données épidémiologiques disponibles sont rares et limitées. Ce qu'on voit là, ce n'est pas tout ce qu'on devrait savoir, c'est tout ce qu'on sait aujourd'hui au regard des investissements dans la recherche qui ont été faits. L'absence de données ne signifie pas l'absence de lien. D'ailleurs, les experts du fonds ne sont pas tenus par un dispositif de maladie pouvant faire l'objet d'une reconnaissance. D'autre part, l'instruction des dossiers de demande par les familles concernées n'est qu'une des étapes du processus de reconnaissance de pathologies pédiatriques en lien avec les pesticides. Elle précède et suit de nombreuses autres étapes qui contribuent, comme je vais maintenant le montrer,
à construire l'inégale visibilité des victimes professionnelles pédiatriques des pesticides. Sur les 1970 dossiers reçus par le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides entre 2020 et 2023, seuls 22 concernaient des maladies pédiatriques, dont 17 adressées par des adultes. Ce faible nombre, au regard des données épidémiologiques disponibles, illustre un phénomène de non-recours au droit et de sous-déclaration et de sous-reconnaissance des pathologies pédiatriques professionnelles en lien avec les pesticides. Pour comprendre ce recours, j'ai mené avec mon collègue Jean-Noël Jouzel des entretiens avec plus d'une vingtaine de familles concernées par ce fonds au titre des maladies pédiatriques, dont une partie seulement de ces familles a déposé une demande au fonds, je vais revenir là-dessus, dans plusieurs régions de France. S'il n'est pas facile d'identifier ces familles et s'il existe un biais dans notre mode d'entrée en contact avec elles, les échanges avec ces dernières permettent d'ores et déjà de pointer quelques facteurs sociaux qui influencent leur parcours de reconnaissance et donc la visibilité sociale des maladies pédiatriques professionnelles liées à l'exposition aux pesticides. Je peux d'abord rapidement évoquer un certain nombre d'éléments qui sont bien identifiés dans la littérature sur la reconnaissance des maladies professionnelles, qui n'a cessé de s'enrichir en France depuis les travaux précurseurs de la sociologue Annie Bomoni et du GISCOP 93. Premièrement, il y a eu une communication très faible de la part des institutions en charge du fonds sur ce dernier, que ce soit auprès des associations de malades ou auprès des professionnels de santé les plus susceptibles d'informer les familles sur l'existence de leurs droits. Or, pour activer un droit, il faut connaître ce droit. La confidentialité publique de ce dernier défavorise les personnes les moins dotées pour rechercher activement de l'information. Deuxièmement, les professionnels de santé concernés par des pathologies pédiatriques identifiées par le fonds, au premier rang desquels les oncopédiatres et les chirurgiens pédiatriques, informent rarement les familles concernées de l'étiologie professionnelle possible de la maladie de leur enfant. Il y a plusieurs causes à cela. Les médecins sont eux-mêmes peu informés des connaissances disponibles car leur formation est centrée sur les avancées thérapeutiques plutôt que sur les étiologies. Ils peuvent considérer, et comme l'illustre bien la tribune des médecins sur les leucémies infantiles tout à l'heure que je vous ai montré, que la question de la cause de la maladie vient détourner les familles, et au sein des familles, en premier lieu, les mères, qui sont de fait les plus investies dans le travail de soins, de l'engagement dans le soin. Cette question du fait la question de la causalité, du fait des incertitudes qu'elle renferme à l'échelle individuelle, met les médecins dans une situation inconfortable, et ils n'aiment pas être dans une situation inconfortable. Enfin, ils ont des conditions matérielles et humaines de travail, des temps de consultation, des accès à des services d'assistance sociale, etc., qui ne laissent pas de place à l'exploration d'un enjeu qui est vu comme secondaire par rapport aux soins. Dans ces conditions, et c'est mon troisième point ici, la capacité des familles à questionner, mais surtout à obtenir des réponses sur l'étiologie professionnelle des maladies de leurs enfants, va dépendre de leur capacité à interagir avec le corps médical. Dans notre travail, nous retrouvons à cet égard un constat classique de la sociologie de la maladie, à savoir qu'il y a des inégalités sociales qui traversent les rapports à la médecine et que les patients qui s'en sortent le mieux, à la fois pour le soin mais aussi pour la question de l'étiologie, sont ceux qui disposent de ressources sociales et culturelles assez importantes pour réduire la symétrie d'information et de savoir entre les médecins et les patients. Car demander avec trop d'insistance des informations sur la causalité, c'est rompre une attente de comportement en tant que bon parent de la part du corps médical. Elle va dépendre aussi, cette capacité des familles à questionner, à mobiliser des ressources externes, notamment en se rapprochant d'associations qui peuvent les accompagner dans ces démarches, mais qui sont rarement des associations de malades, qui elles sont largement centrées sur le soin. Dans le temps qui me reste, j'aimerais cependant revenir plus en détail sur un aspect peut-être plus spécifique aux démarches de reconnaissance des maladies pédiatriques professionnelles, à savoir les enjeux de responsabilité et de culpabilité qui les traversent. Pour introduire ce dernier point, j'observerai d'abord que les personnes qui témoignent publiquement de leurs soupçons quant au lien entre une maladie affectant leur enfant et une exposition professionnelle aux pesticides in utero sont rares. Deux des familles les plus médiatisées ces dernières années ont été la famille Grattalou, qui s'est battue pour faire reconnaître le lien entre de graves malformations du larynx, de l'œsophage et du système respiratoire de leur fils, Théo, et l'exposition professionnelle au glyphosate de la mère pendant la grossesse pour désherber une carrière d'équitation dans le cadre de son activité professionnelle. Donc, là, vous voyez à gauche une photo que j'ai prise au procès intenté par la famille Grattalou contre le fabricant du produit incriminé qui est le glyphosate produit par Monsanto, aujourd'hui devenu Bayer. La deuxième famille qui a été la plus médiatisée, c'est la famille Marivin. Donc là, vous voyez une photo à droite, qui s'est battue pour faire reconnaître le lien entre le cancer de sa fille, décédée aujourd'hui, et l'exposition professionnelle
de la mère, Laure, aux nombreux pesticides présents sur les végétaux qu'elle manipulait en tant que fleuriste. Les enfants de ces deux familles sont aujourd'hui reconnus formellement comme des victimes pédiatriques professionnelles des pesticides par le FIVP. Outre que ces familles ont des ressources culturelles et matérielles qui les ont aidées indéniablement à engager et poursuivre leur démarche de reconnaissance, je pense qu'il est aussi intéressant d'insister sur le fait qu'elles sont dans des situations d'exposition aux pesticides particulières. Pour la famille Grattalou, les problèmes de santé du fils peuvent être attachés à une exposition accidentelle et non continue à un produit précis qui de plus est produit par une firme mise en cause publiquement pour ses pratiques de dissimulation de l'information quant à la dangerosité de ces produits commerciaux. Pour la famille Marivin, la maladie du fils peut être attachée à une exposition dans un cadre salarié, dans un univers professionnel, celui des fleuristes, où l'information sur les risques liés à l'exposition aux risques chimiques a été jusqu'à très récemment quasiment absente. Elle ignorait qu'elle était exposée aux pesticides. Avec mon collègue Jean-Noël Jouzel, on a fait un petit travail d'exploration des documents de prévention qui étaient disponibles sur les sites de prévention. Jusqu'à l'éclatement de cette affaire-là, par exemple, l'INRS ne mentionnait pas l'exposition indirecte aux pesticides comme risque professionnel dans ses documents de prévention pour les fleuristes. Et pour le dire autrement, ces familles, et plus particulièrement les mères, sont dans des situations sociales et professionnelles qui leur donnent des prises pour construire une représentation limitée, en tout cas relativement à d'autres parents, de leur responsabilité dans la maladie de leur enfant. Et donc, ça leur permet plus facilement d'engager des demandes de réparation parce qu'elles se sentent moins coupables, moins responsables de ce qui arrivait à leurs enfants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sentiment de culpabilité, mais je dis relativement par rapport à d'autres parents. Et plus généralement, notre recherche permet de réfléchir assez systématiquement aux déterminants sociaux de cette construction de la responsabilité. Elle montre d'une part l'importance des situations d'emploi et de travail des parents, qui influencent non seulement leur exposition aux pesticides, mais aussi leur capacité à concevoir et à verbaliser l'hypothèse d'un lien entre ces substances et la pathologie de leur enfant, et la manière dont ils conçoivent leurs responsabilités. Concrètement, c'est des résultats intermédiaires, parce que le projet est toujours en cours, il semble que les travailleurs indépendants ont un sentiment de responsabilité plus fort et une difficulté plus grande à recourir au fonds que les salariés. C'est en particulier le cas pour les exploitants agricoles rencontrés, qui, ayant utilisé délibérément des pesticides pour augmenter leur rendement et sécuriser leur récolte, peuvent se refuser à entrer dans une démarche médico-administrative impliquant de reconnaître pour eux-mêmes et pour l'extérieur que leurs pratiques ont pu empoisonner leurs enfants, mais aussi que leurs parents ont pu les empoisonner eux-mêmes. Dans les familles d'agriculteurs, il n'est d'ailleurs pas rare que ce soit la conjointe de l'agriculteur qui porte seule la démarche de reconnaissance. Je vous ai mis ici l'extrait d'un entretien fait avec une conjointe d'agriculteur, mère d'un enfant né avec un hypospadias, c'est-à-dire une malformation de la verge. Je ne vais pas vous en lire des tonnes, mais je vous en mets un parce qu'il me semble particulièrement illustratif. Donc la mère évoque la question de la responsabilité des pesticides. Je pense que pour lui, le mari agriculteur, il n'y a pas de problème avec les pesticides. Il a dit c'est bon, ça n'existe pas, on autorise les pesticides à la vente, donc c'est bon. Je pense qu'ils, les agriculteurs, sont tous comme ça. Après, je comprends parce que vu comment le médecin lui a annoncé que c'était de sa faute, dans la conversation, il a tourné quelque chose en disant qu'il faut utiliser le bio, le médecin. Puis là, mon mari a dit arrêtez avec le bio. Il a dit n'importe quoi, ça n'existe pas. Il a dit on cultive sur le champ en se disant bio qui n'ont pas été traités pendant 15 ans alors que les produits restent plus de 50 ans dans la terre. Et puis après, un homme s'avouait que son fils est né comme ça c'est toujours la mère qui parle. Je pense que ça, c'est difficile. Moi, j'ai un peu de mal à me dire que c'est possible, mais en lisant aujourd'hui des documentaires, des témoignages, je me dis si, il y a un impact. On voit là comment le rapport au travail, le rapport à l'emploi, le rapport à la substance chimique peut être mis en cause, possiblement, c'est jamais une certitude absolue, travaille le sentiment de responsabilité et de culpabilité par rapport à la pathologie de l'enfant, et travaille aussi le souhait d'engagement dans des démarches de reconnaissance et de mise en visibilité des problèmes pathologiques, professionnels, pédiatriques. Notre recherche montre aussi que, comme d'autres problèmes de santé, les représentations politiques, morales et affectives des maladies pédiatriques liées aux pesticides sont influencées par leur prise en charge institutionnelle et politique. J'ai déjà évoqué le rôle du FIVP, le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, en incarnant le fait qu'il est ouvert un droit à l'indemnisation des pathologies provoquées par une exposition professionnelle aux pesticides dans la période prénatale. Ce fonds peut être un levier direct de déculpabilisation des familles. Si un droit leur est ouvert, en effet, c'est qu'elles ne sont peut-être pas coupables, encore faut-il que ce fonds communique sur ses activités. Je peux évoquer par ailleurs le rôle, toujours institutionnel, de certaines organisations qui proposent aux familles des ressources non seulement
pour instruire matériellement leur démarche de reconnaissance, mais aussi pour transformer leur représentation morale des maladies pédiatriques incriminées et transformer leurs affects. Cela peut être des consultations spécialisées médicales, à l'instar de celles créées au CHU d'Amiens par le Dr Chameau et ses collègues, mais ces consultations sont très largement sous-dotées du fait des politiques hospitalières très largement centrées sur le soin plus que sur la prévention. On pourrait revenir là-dessus, je ne vais pas m'étendre. Cela peut être aussi des associations de victimes ou militantes qui réunissent les familles concernées par les maladies pédiatriques, l'association Phytovictimes, le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest par exemple, ou se constituent autour de suspicions de clusters, j'ai évoqué déjà Stop au cancer de nos enfants, qui, en politisant les maladies pédiatriques, c'est-à-dire en rappelant qu'elles ne touchent pas tout le monde de la même manière et qu'elles sont la conséquence de choix de développement industriel collectif, en agriculture comme ailleurs, contribuent aussi à encourager les familles à engager des démarches de reconnaissance, à interpeller les médecins et à donner de la visibilité aux maladies industrielles entendues dans une acceptation large. Pour conclure, tout au long de mon exposé, j'ai insisté sur les nombreuses incertitudes scientifiques qui entourent la question des effets sanitaires de l'industrialisation du monde sur la santé des populations et des enfants en particulier. J'ai souligné que cette incertitude est liée à la nature des phénomènes étudiés, complexes et multifactoriels, mais aussi à des facteurs sociaux et politiques qui contribuent à invisibiliser les victimes et à retarder ou compliquer le travail de recherche. Devant les obstacles qui sont parfois mis pour savoir à quoi les populations sont exposées dans leur travail et leur milieu de vie, il m'apparaît nécessaire de considérer les enfants comme des sentinelles des effets de l'industrialisation du monde et des inégalités sociales qui les traversent. Je reprends ici le terme d'Henri Pézra, souvent cité par Anita Momoni, qui affirme que la santé des travailleurs est la sentinelle de l'environnement, de la santé environnementale, soulignant que parce qu'ils sont exposés à des facteurs de risque plus intensément et plus fortement, les travailleurs révèlent dans leur corps les effets délétères de la contamination du monde pour l'ensemble des populations. De même, je pense que les maladies pédiatriques révèlent des lacunes des politiques de protection des travailleurs et de l'environnement. Bien qu'elles soulèvent des controverses, que leur compréhension soit parfois limitée, leur mise en évidence, les doutes qu'elles soulèvent devraient être une invitation non pas à l'attente, à l'inaction, mais à une réflexion sur notre dépendance aux produits chimiques et à une action collective pour s'en affranchir. Je vous remercie.